Bon, mon premier vidéo durait 22 minutes. J'ai dit, oh, c'est un peu long, je vais faire attention. Mon deuxième vidéo dure 26 minutes. Donc, on va voir comment celui-ci va durer. Euh, c'est les questions du 11 mai 2020. Et même, vous n'avez pas tous terminé de le remplir. Euh, je suis rendu avec 9 réponses. On va passer outre. Bon, la matière semble avoir été appréciée. Euh, plus de questions à 3. Euh, Est-ce que la matière était claire? Ça semble avoir été clair en général. Donc, c'est bien. Euh, la question sur l'anglais. Euh, c'est une histoire véridique. C'est vraiment arrivé à ma blonde. Et la réponse, c'est vraiment qu'elle a dû retourner à 47 ans à l'école pour terminer son DEC euh, en technique d'éducation spécialisée. Donc, puis elle n'a plus jamais retravaillé en, en contrôle acquitté à cause de son anglais. Ah, ce n'est quand même bien sorti. Puis est avec moi, donc déjà est chanceuse de base. Ha, ha, ha. Pourquoi associer une couleur à un environnement pendant le tournage d'un film? Bon, ben, c'est pour donner une direction artistique, tout simplement. Euh, Quelqu'un a répondu, aucune, elles peuvent être changées en post-production. C'est vrai, mais ça ne sera pas sans difficulté ou avoir un coût associé à ça. Donc, ça pourrait coûter excessivement cher même si tu veux changer des couleurs d'objets ou d'environnement au complet. Ça serait absolument épouvantable et le résultat risque même d'être artificiel, un peu comme le 3D peut l'être des fois. Donc, non, c'est pour donner une direction artistique, que tout le monde sache de quoi ça a l'air, quelles couleurs sont prédominantes et un peu comme une décoratrice qui veut donner un style à une pièce. On donne des styles à des environnements et on tente de rester dans ce style-là tout le long du film. Doit-on associer une couleur à un personnage dans le tournage d'un film? Bien, toutes ces réponses, sauf la quatrième, qui est aucune de ces réponses, parce que c'est pas nécessaire. Pourquoi pas? Puis c'est libre à vous. Beaucoup de personnes pensent que c'est tout simplement libre à vous. Euh, il n'y a pas grande différence entre ces deux réponses-là. Euh, oh, un beau petit signe de paix. Donc, c'est ça, c'est pas mauvais. Moi, je serais tenté maintenant de le faire. Je n'avais pas remarqué au moment d'écouter le film Blade Runner qu'un des personnages avait la couleur mauve associée à elle. Euh, mais je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment cool quand. Puis j'avais pas vraiment remarqué non plus. C'est évident que la ville rouge, plutôt jaune, je veux dire, euh, était évidente que la couleur était prédominante, mais que chaque environnement avait sa couleur propre. J'avais pas vraiment remarqué au moment que j'écoutais le film, mais en le regardant par la suite, ça fait énormément de sens, puis probablement que d'un point de vue subconscient, je l'avais déjà remarqué et ça m'aidait au niveau de la compréhension du film. Euh, Nommer une des utilités de l'étalonnage des couleurs, colorimétrie, color grading, d'autres noms pour donner, donner le même nom différemment. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, bon, évidemment, c'est balancer les couleurs entre les différentes scènes. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, un de mes démos euh, de Centrenade qui s'appelle Nanman. Il est sur mon site Vimeo, si je m'en souviens bien. Donc, j'avais choisi une des scènes qu'on a tournées, que je trouvais que, en général, les couleurs étaient bien balancées. Donc, je l'ai pris comme scène de référence.
et toutes les autres scènes qu'on a tournées dans la même journée. Des fois, le soleil, l'angle du soleil n'était pas la même, dans le sens où il y avait un nuage, puis que ça changeait légèrement de couleur, tout ça. Donc, j'ai tout balancé les noirs, les blancs entre ces scènes-là. Et ce qui m'a ce qui a permis d'obtenir un étalonnage de couleurs qui était sensiblement pareil d'une scène à l'autre. Donc, qui donnait l'impression d'avoir été tourné d'une suite logique tout le temps au même moment. Évidemment, dans mon film July Run que j'ai fait avec Photoshop, pour essayer de balancer les couleurs entre les différentes scènes selon la température qu'il y avait au moment du tournage. OK. Bon. Pourquoi associer une couleur à un environnement pendant le tournage d'un film? Je ne sais pas si vous en remarquez, mais c'est exactement, pas exactement, doit-on. Ici, c'est le pourquoi. Pour aider le spectateur à s'y rendre. Donc, il y a plusieurs raisons pour associer une couleur à un environnement. Donc, ici, la raison, c'était pour aider le spectateur à s'y retrouver. Donc, justement, quand que ça devenait, dans le film Blade Runner, ça devenait jaune, on savait que c'était soit Tyrell, soit la ville dévastée, selon l'environnement. Si est-ce que c'était un endroit fermé, c'était Tyrell. Oh, c'est une ville jaune. OK, on est dans la ville abandonnée. Donc, ça permet au spectateur de se retrouver facilement dans le film. Wow, calme-toi, calme-toi. Wow. Reviens. OK. Peut-on donner une atmosphère spécifique à une scène grâce aux couleurs? Oui, malgré que tous réagissent différemment. Je suis surpris que beaucoup de personnes aient répondu tant aussi longtemps que la lumière est naturelle. Euh, Souvent dans des films, la lumière est rarement naturelle. Même, ça arrive presque jamais. Donc, c'est pas vraiment la lumière naturelle va être traitée euh, presque automatiquement. Il y a des mouvements de films norvégiens, si je ne me trompe pas, où ce que on tente de ne pas influencer la lumière naturelle d'aucune façon. On regarde le film tel quel, on fait juste tourner les scènes. Good Will Hunting, c'est un bon exemple de ça, si je ne me trompe pas. Donc, oui, on peut influencer le mood d'une scène. Tout simplement, si vous mettez un éclairage orangé, automatiquement, les gens ont l'impression que c'est à l'aube ou à l'aurore. Donc, parce que le soleil, quand il est à l'horizon, crée l'effet de l'atmosphère crée un éclairage orangé. Donc, un éclairage rouge aura toujours tendance à être un peu ici comme l'éclairage rouge, soit que c'est justement un feu de camp, une fête, quelque chose, ou quelque chose de dramatique, parce que lorsqu'il y a des sirènes qui partent, souvent il y a des gyrophares rouges qui viennent éclairer la scène. Donc, les gens associent les couleurs à ce type de mood et ça ne veut pas dire que tous les gens vont réagir de la même façon, mais en général, des couleurs peuvent influencer facilement. Doit-on obligatoirement désaturer l'image pour donner un côté dramatique? Non, c'est pas obligatoire. On peut utiliser les contrastes, on peut donner des couleurs froides pour donner un aspect métallique, froid, de centre de recherche qui peut être très angoissant. Euh, on peut utiliser des longs ombrages ou des endroits qui sont peu éclairés, qui donnent l'impression d'être des endroits abandonnés, qui peuvent être dangereux.
Ou ben non, utiliser des plans débalancés aussi. Si, le, si la caméra tout croche, automatiquement on a une sensation que, voyons, c'est quoi qui se passe, c'est pas correct, c'est pas normal. Fait que ouais, c'est un peu tout ça. Donc, c'était ça la bonne réponse. Peut-on faire un film sans étalonnage de couleurs? Absolument, absolument. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire? On pourrait faire un film sans lumière, absolument, tout dans le noir. Ça serait stupide, mais euh, euh, dans un noir total. Mais, enfin, mais la réponse, je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne réponse. On devrait le savoir. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Euh, mais en général, on ne garantit pas le résultat. On veut modifier les couleurs, on veut faire de l'étalonnage, on veut rendre le film euh, de, la, de la couleur, de l'atmosphère. En général, on a une vision de ce qu'on veut obtenir, puis c'est ce qu'on essaie d'obtenir avec l'étalonnage. Euh, les films d'amour des années 80, il y avait toujours un effet brumeux sur l'image pour montrer la douceur, pour montrer la beauté, l'amour. Euh, Heureusement, ça s'est calmé, surtout quand euh, l'industrie de la pornographie s'est mise à s'en servir beaucoup. Alors, les gens ont eu tendance à laisser tomber. Est-ce que Pierre Lancette vient de se rendre compte qu'il a oublié de vous donner de la matière sur les titres et génériques, comme prévu dans l'addenda? Absolument. Absolument. Et quel imbécile. Bon, deux personnes ont osé dire que j'étais un imbécile. Il va falloir que j'y aille voir les noms pour savoir c'est qui. Euh, mais heureusement, la plupart des gens ont dit que des erreurs, ça arrive. Merci beaucoup. Oui, j'en suis désolé. D'ailleurs, si vous restez à la fin de ce vidéo, je vais tenter de corriger un petit peu en donnant une toute petite matière improvisée par rapport là-dessus. Donc, c'est toutes ces réponses. Malheureusement, euh, j'étais un peu imbécile d'oublier ça. Quel département bénéficie d'avoir un mood associé à un environnement de film? Ça, je suis super content. Tout le monde a répondu, pratiquement tous. Et évidemment, c'est la bonne réponse. Euh, Parce que, comme une direction artistique, si tout le monde travaille dans la même direction, c'est tellement plus cool que si tout le monde comprend euh, cette direction-là aussi, ça, c'est encore plus cool parce que tu n'as pas à t'expliquer sans arrêt pourquoi tu veux telle couleur, pourquoi tu veux. Si les gens comprennent que c'est ça que tu veux pour telle raison, déjà dans ta pré-production, tu leur expliques, ça, au moment du tournage, ça va être tellement plus simple. À quoi peut bien servir le tracking en colorimétrie? Mais c'est pour mettre de l'accent dans des scènes en mouvement. Donc, traquer un œil et pouvoir euh, éclairer un peu plus le visage d'un personnage qui bouge. C'est souvent ce qui est utilisé. Accentuer le motion blur, non. En général, les gens ne veulent pas accentuer le motion blur. C'est au contraire, souvent, ils essayent de l'éliminer. Euh, à placer le nom des acteurs en action, non. C'est pas de la colorimétrie, ça. Le noir et blanc est automatiquement associé à l'ancien, à ce qui est vieux. Euh, ben non, voyons, il n'y a pas juste des vieux films sombres de détectives. Euh, mais c'est une question que quelqu'un a posée, puis j'ai trouvé bonne, parce que lui, il avait l'air à assumer que oui. Puis là, dans ma tête, c'est non, non, non. Puis tout à coup, je lui ai dit, bon, quoi donc que ça pourrait être? Et effectivement, dès qu'un film est en noir et blanc, pour moi, ça, c'est une association directe aux années 50, quand la télévision était en noir et blanc. Euh, donc, ça m'associe automatiquement à des vieux films, à des vieux documentaires. Euh, mais c'est là que j'ai essayé de trouver d'autres raisons. Puis, une des rares que j'ai trouvées, c'est une caméra de sécurité.
ou justement un documentaire. C'est à peu près... donc, toutes ces affirmations, pour moi en tout cas, sont un peu vraies. Ça pourrait être discutable, mais ouais, à peu près toutes ces réponses. Star Wars, ça sert-il de la couleur pour différencier ses personnages? Ben oui, vous savez, tu sais, là, l'affaire qui fait... Ben, c'est exactement ça. Chaque personnage a sa couleur associée à lui et c'est une très belle façon de les différencier. 5 personnes, non. Si vous attirez l'attention sur un personnage et que vous pouvez accentuer, pardon, si vous voulez attirer l'attention sur un personnage et que vous pensez accentuer une des parties suivantes, lesquelles vous recommande-t-on depuis au moins 2001, depuis que le documentaire de Lord of the Rings? Évidemment, les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que c'est là que l'émotion se trouve et souvent, une bonne histoire va être mieux portée s'il y a beaucoup d'émotions dedans. Donc, les yeux, c'est un bon indicateur d'émotion, donc ça vaut la peine de les mettre en évidence, d'accentuer leur couleur, d'accentuer euh, leur intensité. Indiquer lesquels de ces logiciels peuvent faire du color grading. Évidemment, tous ces logiciels font du color grading. La plupart des personnes ont compris ça, sauf peut-être une. Euh, je suis sûr qu'il a fait exprès. Euh, et donc, c'est ça, il y en a beaucoup. Lequel est le plus utilisé en film? C'est une question que j'ai posée justement à la personne euh, qui m'avait posé une question semblable et la réponse a été DaVinci Resolve. Probablement DaVinci Resolve Studio, qui est sensiblement la même chose, mais avec plus de choses qui coûtent plus cher. Mais DaVinci Resolve est un logiciel qui, je me souviens bien, coûte à peu près 300 $. Et c'est ce qui est pas mal utilisé le plus pour faire la colorimétrie de film. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un logiciel à avoir. D'ailleurs, il y a une version gratuite qui pardon, qui a un peu moins d'options, mais que vous pouvez utiliser gratuitement. Est-ce que les vidéos amateurs de Pierre sont cool? Mais plus que cool, sont extraordinaires. J'en fais des rêves merveilleux. Euh, Toutes ces réponses, sauf la 5 qui est j'ai pas peur de Pierre, ça sert. 2 personnes ont osé de mettre, dont un qui s'est rendu compte qu'il pouvait mettre toutes les questions, qu'il pouvait mettre toutes les réponses, pardon, et l'autre que je me dois de faire couler immédiatement. Bon, OK. Comme promis, j'avais dit que je parlerais un peu des titres et des génériques. Donc, évidemment, les titres et génériques, c'est ce qu'il y a au début et à la fin du film. Je ne me souviens pas d'un film qui a mis ses génériques en plein milieu. Ça serait quelque chose de flyé, je crois. Je ne sais pas qui oserait faire une chose pareille, mais bon. Euh, bon, à la fin des films, évidemment, c'est la longue liste de personnes qui travaillent dessus et souvent, je restais pour observer, savoir quelle compagnie de VFX travaillait sur un film. Ça m'est arrivé souvent d'être le seul qui reste dans le cinéma pour observer. Bon, ah oui, là, la FX a travaillé dessus ou en même temps, ça me permettait de connaître toutes les compagnies qui existent et qui travaillent sur des films, surtout quand que je trouvais que les films étaient bons. L'autre chose aussi, Marvel a trouvé une merveilleuse idée, c'est de mettre un petit bout de ses prochains films à la fin, des indicateurs de ses prochains films, à la fin de ses génériques. Donc, les gens restent, parce que la plupart des gens ne veulent pas rester dans le générique. Donc, comment essayer de convaincre les gens de rester? Souvent, les gens, ceux qui font les films vont mettre
petites choses au travers du générique pour justement essayer de garder les gens intéressés. Ce qui n'est pas une mauvaise pratique, là. Ça peut être amusant. Et aussi, l'avantage de faire ça, c'est que si vous regardez un film à long terme, puis quand il va passer à la télévision, observez bien les films si vous regardez la télévision, à la fin, le générique va être complètement, soit il va être squashé pour laisser une publicité dans le bas de l'écran, soit qu'il va être montré à la vitesse x20. Vous n'aurez absolument pas le temps de lire quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas le choix de présenter le générique par la loi, mais ils ne sont pas obligés de le présenter à la vitesse originale. Donc, ils vont accélérer le générique pour s'en débarrasser le plus vite possible. Euh, donc, donc, en mettant des choses qui sont intéressantes lors du générique, les gens qui font des films s'assurent que leur générique va être regardé, même dans le futur, même à la télévision ou autre chose comme ça. Maintenant, pour les génériques du début, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on veut, à quoi ça sert la première des choses, c'est présenter qui a créé euh, le film ou l'émission de télévision ou la série télévisée. Et est-ce que, est-ce que les gens remarquent ça? Pensez à un générique d'une émission que vous avez regardée souvent, que vous aimez, puis que le générique est soit en français ou en anglais, un langage que vous comprenez. Est-ce que vous êtes capable de dire c'est quoi les noms qui sont marqués au générique? En général, les gens s'en souviennent absolument pas. Parce que c'est quelque chose de plat. Même, je dirais, si vous regardez des très vieux films western, le générique était même pas à la fin, était au complet au début. C'est sûr que dans ce temps-là, il y avait moins de gens qui travaillaient sur un film. Les choses se faisaient plus directement. Donc, on pouvait présenter plus rapidement des pages et des pages de personnes qui travaillent pendant qu'il y a une musique qui jouait. Puis une fois qu'on avait présenté tous les gens qui travaillaient sur le film, on présentait le film. Puis à la fin, il y avait juste le mot fin. C'était tout. Évidemment, vu que les gens se sont mis à avoir plus et plus en plus de personnes qui travaillent sur les films, il n'est plus évident de mettre le générique à la fin que de le mettre au début. On gardait que les personnes importantes au début. Mais même encore, les gens ne regardent pas nécessairement les noms. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour essayer d'attirer l'attention? C'est tout simplement deux choses. Euh, 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 une image intéressante et une bonne musique. C'est les deux choses. Ben, c'est les deux choses qui font le cinéma en tant que tel, l'image et le son. Euh, euh, on fait juste penser à Games of Thrones, sûrement. La musique vient tout de suite vous chercher. Puis le générique qui était toutes les villes qui changeaient d'émission en émission, toutes les villes qui étaient visitées durant l'émission en pièces 3D qui se montent. C'était très intéressant. J'essaie de penser à un autre générique. Un générique qui me vient en tête, c'est voyons, Dexter, qui était un tueur en série. Euh, et son générique était toutes des choses qui donnaient l'impression que de meurtre, mais c'était des choses simples comme attacher ses souliers, faire cuire un œuf. euh, donc, mais de la façon que c'était tourné, ça donnait l'impression que c'était toutes des choses utilisées pour commettre des meurtres. Donc, ça reflétait très bien l'émission. Euh, mais vous voyez, je me souviens plus exactement c'était quoi la musique. Donc, la musique m'a moins marqué que la musique de Games of Thrones, que je ne vous ferai pas à nouveau pour que vous riez de moi encore plus. Donc, euh, c'est ça. C'est les génériques maintenant sont faits
pour plus attirer l'attention, pour essayer de conserver l'attention juste assez pour que les gens se disent: «Ah, ben, OK, c'est qui a fait ça?» et se prennent le temps de lire les noms, prennent le temps de regarder: «Ah, c'est ces personnes, ces artistes-là qui ont travaillé là-dessus». Donc, c'est une façon euh, d'attirer la gloire sur soi. Sur ce donc, je vous laisse en espérant que la vidéo n'ait pas été trop longue cette fois encore.